Quel est le meilleur statut pour passer freelance? Est-ce que c'est l'EURL? Est-ce que c'est la SASU? Est-ce que c'est le portage salarial? Est-ce que c'est l'entreprise individuelle? Est-ce que c'est encore d'autres statuts? Je vais vous donner quelques clés pour pouvoir déterminer quel est le meilleur statut pour vous. Cette vidéo fait suite à la vidéo que j'avais faite sur comment passer freelance. Je vais regrouper toutes ces vidéos dans une playlist. Vous pourrez retrouver cette playlist sur le freelancing en description de la vidéo. Alors, c'est un gros sujet, la question des statuts. Je vais organiser cette vidéo de la manière suivante. Donc d'abord, on va parler de la France, donc du freelancing en France. Ensuite, on va parler du freelancing à l'étranger, sachant que moi, j'ai été freelance pendant une quinzaine d'années en France et à l'étranger dans l'Union européenne et à l'étranger en dehors de l'Union européenne. Donc il y a vraiment énormément de cas possibles. Donc pour éviter que ce soit trop complexe, je vais vraiment essayer de donner les critères pour simplifier la décision de quel est le meilleur statut. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet sur les statuts, il faut garder en tête selon moi, il n'y a que 3 types de statuts pour le freelance. Alors, déjà, qu'est-ce que j'entends par freelance? Freelance, c'est simplement quelqu'un qui fait une mission avec un client et qui va facturer un taux journalier ou un horaire, un taux horaire. Donc, ça va dépendre des pays. Donc, taux journalier multiplié par nombre de jours, il envoie sa facture à la fin du mois à son client et il est payé. Voilà, grosso modo, le freelance. Donc en général, c'est beaucoup dans le domaine de l'ingénierie, de l'IT, du conseil. Voilà, c'est dans tous ces domaines, mais ça peut être vraiment dans n'importe quel domaine. Donc ça, c'était pour le freelance. Ensuite, les types de statuts, je les ai organisés. Il y a que 3 statuts pour moi dans le monde entier. D'ailleurs, c'est pas vrai qu'en France, mais il n'y a que 3 types de statuts. Ensuite, il y a des variantes, mais il n'y a que 3 types de statuts. Premier statut, c'est le portage salarial. Je vais définir un peu ce que c'est. Deuxième statut, c'est monter une entité juridique distincte, une personne morale, une limited company, donc une entreprise à responsabilité limitée. Et troisième statut, c'est le self-employed, c'est-à-dire on monte pas une entité juridique distincte. On est en France, ça va être entreprise individuelle ou auto-entrepreneur par exemple. Donc, en France, portage salarial, on passe par une société dont la fonction va être de facturer votre client. Donc il facture le client, il réceptionne les fonds, donc il collecte l'argent et il vous reverse cet argent sous forme de salaire. Donc vous restez salarié. Donc entre vous et votre client, il y a cette société de portage, et donc on va rentrer dans les détails sur les avantages de cette société de portage un peu plus tard. Mais l'idée, c'est un intermédiaire qui va transformer un chiffre d'affaires, votre chiffre d'affaires, vos revenus, en salaire. Voilà. D'un côté, on a le client qui paye, de l'autre côté, on a la fiche de paye normale. EURL, l'entreprise à responsabilité limitée en France, donc 2 types pour le freelance, le URL et la SASU. Ok, donc là, on a sa propre entité et on facture le client paye la société et ensuite la société, notre société, en général on est actionnaire à 100% de cette société, donc cette société va nous reverser nous payer nous en tant que personne physique, soit sous forme de dividendes, soit sous forme de salaire, soit sous forme d'indemnité gérant, ça va dépendre de la structure. Donc voilà, en tout cas 2 types de structures, EURL, SASU. Et le dernier, donc self-employed, donc entreprise individuelle ou entrepreneur. Voilà, donc vous avez vraiment ces 3 types de statuts que vous allez retrouver aussi à l'étranger. J'en parlerai un petit peu plus tard dans la vidéo. Alors, comment décider d'être soit donc en portage, soit en limited company, soit en self-employed. Alors plusieurs critères, je vais vous donner quelques critères. Encore une fois ici, c'est vraiment que mon avis, mon expérience, mon retour après pas mal d'années. Comment décider un petit peu d'être dans un statut ou un autre. Alors premier critère que je vais prendre en compte, c'est le critère de chiffre d'affaires. Chiffre d'affaires, est-ce que le chiffre d'affaires est petit? Ou est-ce que le chiffre d'affaires est gros? Alors, qu'est-ce que j'entends par petit ou gros? Petit, je vais dire, ça va être en dessous de 50 000, 60 000, 70 000 par an. Voilà. Quand on est dans cette zone, aller en dessous entre 50 et 70 000, puis ça peut être inférieur, ça peut être 20 000, 30 000. Dans ce cas, il vaut mieux, je pense,
C'est mon avis. Il vaut mieux, je pense, on n'a pas besoin de monter une structure, une ERL, une SASU, avec tous les coûts de structure qu'on va avoir, c'est-à-dire frais de création, frais de liquidation à la fin, frais chaque année pour le comptable pour faire le bilan, etc. Donc c'est un peu lourd comme de monter une structure pour un chiffre d'affaires aussi petit. Donc si on est dans un chiffre d'affaires aussi petit, ça, je pense que le mieux pour moi, c'est de faire voilà, l'entreprise individuelle, donc de voire même l'auto-entrepreneur. Bon, voilà, il y a pas, c'est le cas, voilà, il y a pas besoin de monter une trop grosse structure. On peut aussi faire du portage sur ces petits montants. On reste salarié, il n'y a pas besoin d'aller monter des grosses structures. Selon moi, voilà, critère de chiffre d'affaires. Deuxième critère très important, le critère de la durée de la mission. Alors, durée de la mission, en fait, c'est si vous êtes en France, par exemple, seulement pour 6 mois, ou même si vous êtes, je sais pas, dans un pays étranger, seulement pour une durée limitée, en général, voilà, moins d'un an dans un pays, pour moi, ça vaut pas la peine non plus de monter une structure. Ça vaut pas la peine de monter une ERL, une SASU pour une durée de mission limitée. Voilà. Puis ensuite, si vous savez que vous allez partir, c'est pas la peine. Donc moins d'un an, pas la peine de monter une structure. Donc ça, c'est le critère de la durée de mission. Autre critère, si vous avez besoin de démarrer rapidement, c'est-à-dire que la mission, c'est la semaine prochaine. Vous devez démarrer et avoir tout en place pour pouvoir facturer le client en une semaine. Là, pareil, l'EURL, la SASU, ça va être un peu plus compliqué. Faut partir sur une durée de quelques semaines pour pouvoir monter, pour avoir tout opérationnel, pour avoir le compte bancaire aussi, pour pouvoir facturer. Bon, c'est pareil, peut-être démarrer plus tôt. Donc soit en self-employed, donc entreprise individuelle ou auto-entrepreneur, ou portage. Le portage, ça peut se mettre en place extrêmement rapidement. C'est une affaire de quelques jours, puisque il y a déjà la structure de facturation qui est en place. Maintenant, je précise quand même que on peut démarrer avec une société qui n'est pas encore immatriculée. Alors à ce moment-là, on envoie des factures avec SIRET en cours de création. Ça se fait aussi. Mais là, pareil, je reviens sur les deux premiers critères de chiffre d'affaires et critères de durée de mission. Si c'est pour rester en France et que vous avez un chiffre d'affaires supérieur à 100 000 et que vous démarrez, vous pouvez démarrer sur une EURL ou sur une SASU parce que vous avez de la visibilité sur ce qui va se passer après, et c'est pas grave. Le début va être un peu chaotique, peut-être que vous allez repousser en fait les premières facturations, c'est-à-dire que le client, bon voilà, vous allez lui dire, vous mettez en stand-by les premières factures, vous me paierez quand ce sera monté. Ça se fait aussi. Voilà. Quatrième critère, je sais plus où j'en suis, optimisation fiscale. Donc alors là je vais parler de ce que j'appelle moi le taux de rétention. Le taux de rétention, c'est quoi? C'est sur 100 € facturés au client, combien il nous reste dans la poche après avoir payé tous les impôts et taxes possibles. Ça veut dire peu importe, ça veut dire impôt sur les sociétés, impôt sur le revenu, charges sociales, cotisations sociales, tout ce que vous voulez, dividendes, machin, taxes, tout. Ce qui reste vraiment dans votre poche. Voilà, donc c'est un pourcentage, et ça, c'est très important de faire des simulations. Ça va varier énormément en fonction du chiffre d'affaires. Plus le chiffre d'affaires est élevé, c'est-à-dire au-delà de 100 000, il n'y a pas photo, l'EURL et la SASU sont des meilleurs candidats. Clairement, il y a même pas à vous poser des questions. Le pire en termes de taux de rétention, c'est le portage salarial. Okay, puisqu'ils vont prélever la totalité, les charges patronales, les charges salariales, les prélèvements à la source, la totale. Il peut vous rester à la fin en France, ça dépend beaucoup, mais sur 100 000 €, il peut vous rester seulement 40 000 € dans la poche quand vous avez tout enlevé, alors que sur de l'EURL SASU, on peut monter à 55-60% sur à peu près 100 000 €. Je donne approximativement, hein. Donc il peut y avoir entre 10 et 20% de différence en termes d'optimisation entre tel ou tel statut. Donc dès que vous dépassez un certain niveau, l'EURL, la SASU permettent beaucoup plus d'optimisation. Pourquoi? Parce qu'en fait, tout le montant facturé, tous les bénéfices de la société, vous n'êtes pas obligé de les distribuer. Vous pouvez les réinvestir, vous pouvez faire plein de choses avec, alors que quand vous êtes en self-employed, donc entreprise individuelle ou portage, en fait, vous êtes obligé de payer plein pot, en fait, toutes vos taxes chaque année sur la totalité
du chiffre d'affaires généré. Alors que EURL, bon voilà, vous allez payer l'impôt sur les sociétés, et après vous allez décider est-ce que je me reverse ou pas, etc. etc. Voilà. Je la fais simple, hein, mais chaque sujet mériterait de rentrer dans les détails. Donc voilà. Autre élément important, il peut y avoir des stratégies au moment où vous décidez de passer freelance. Si vous êtes salarié, ça peut être intéressant en France, donc là vraiment, sur la France, de démarrer en portage salarial pour faire la transition portage salarial vers EURL ou SASU. Pourquoi ? Parce que quand vous êtes en portage salarial, vous restez salarié. Quand vous restez salarié, vous bénéficiez, vous payez votre assurance chômage, et donc au moment où vous allez partir de ce portage, eh bien si vous continuez à être indépendant mais vous montez votre URL, eh bien vous allez avoir des indemnités chômage qui vont tomber, et c'est quelque chose qui se fait beaucoup en France. Donc voilà, il y a des transitions comme ça qui peuvent être un petit peu qui peuvent être optimales. Autre élément important, c'est si vous êtes allergique à la paperasserie, le plus simple va être la société de portage, puisque là vous recevez une fiche de paie, vous prenez pas la tête, il n'y a pas de bilan, il n'y a pas de compte de résultat, il n'y a pas de discussion avec le comptable, on n'envoie pas ses frais, ses charges, machin, des discussions interminables, donc il n'y a pas de déclaration de TVA, de trucs dans tous les sens. Faut savoir que c'est lourd quand même une URL, une SASU, même si vous n'avez que 12 factures par an, puisque vous envoyez une facture chaque mois à un client, donc c'est vraiment quelque chose de minimal, et quand bien même c'est minimal, il y a beaucoup de bureaucratie et d'administratif et d'inscription à l'URSSAF et de ci, de ça, et de discussions interminables pour essayer de comprendre ce qui se passe, parce que c'est très complexe. Donc voilà. Par contre, c'est vrai que donc pas de paperasserie sur le portage. Par contre, ça va vous coûter un certain montant. Alors ça peut partir de 3% jusqu'à 10% le portage. Donc c'est vraiment des frais qui sont quand même vraiment non négligeables. Mais ils font aussi parfois, certaines sociétés de portage font de l'avance de trésorerie partielle ou totale. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que par exemple, moi quand je facturais mon client, que j'étais en URL, ça m'est arrivé moi j'étais dans le domaine de la finance, donc dans des banques qui sont censées payer avec 1 mois après émission de facture, mais en réalité parfois ils ont des retards, 2 mois, 3 mois de retard. On est monté jusqu'à 6 mois de retard. Donc c'est très difficile. Vous avez un gros client, 6 mois de retard. C'est chaud. Si vous êtes en portage salarial, c'est pas vous qui faites les relances. Vous êtes payé, et c'est eux qui absorbent en fait ce délai entre le paiement du client et votre paiement de salaire. Donc si vous êtes un petit peu, si ça vous pose problème, si vous avez vraiment besoin de cash pour pouvoir vivre, pareil. Le portage peut être un peu meilleur, mais comme je vous l'ai dit, c'est pas optimal du tout en termes, surtout si vous montez sur des chiffres d'affaires qui sont plus importants, 100 000, 200 000 euros. Là, vous posez pas de questions, honnêtement. Même si vous êtes allergique, il faut y aller, il faut mettre le nez dedans. Je précise une chose, vous pouvez passer, quand vous êtes en URL SASU, il faut payer un comptable, mais c'est pas quelque chose, la plupart des gens des freelances le font, mais certains ne le font pas, et on peut parfaitement aussi faire sa comptabilité tout seul. C'est pas quelque chose, il y en a qui vont hurler quand je vais dire ça, mais réfléchissez un petit peu, il n'y a que 12 factures par an, et les frais d'un freelance, c'est vraiment peanuts, c'est un peu des frais de restaurant, c'est un ordinateur, c'est vraiment rien. Donc c'est vraiment la comptabilité la plus simple possible. Elle est plus simple encore que la comptabilité des locations meublées, pour vous dire. 12 factures par an. Voilà. Donc ça, c'était, je vous ai donné quelques critères pour pouvoir décider. Donc là, c'était sur la partie France. On va sur la partie étranger. Alors, sur la partie étranger, là, je m'arrache les cheveux, là. Je sens que ça va être compliqué. Je me demande comment je vais faire tenir ça en 5 minutes. Alors, déjà, ce que je vous conseille, suivant les pays, pareil, il y en a qui vont hurler, je vous conseille de ne pas aller voir un avocat fiscaliste. Alors pourquoi ne pas aller voir un avocat fiscaliste ? Tout simplement parce que vous n'en avez pas besoin. Le mieux, en fait, c'est de voir ce qui se fait dans le pays, ce que font vos collègues freelance qui sont dans la même situation que vous, qui ont le même profil que vous. Ils sont des dizaines, des centaines, des milliers à faire ça. Je veux dire, le monde du freelancing, c'est vraiment, c'est mainstream maintenant. Donc il y a vraiment plein de gens qui font ça. Donc il y a vraiment aucun souci. Vous avez juste à demander ce que les gens font et faire à peu près pareil. Mais il y a aussi beaucoup de particularités. Alors, premier point, ce que je viens de dire sur la France n'est pas nécessairement vrai à l'étranger. Alors, je vais prendre quelques exemples.
On va prendre les Pays-Bas, on va prendre le Royaume-Uni, et puis ensuite je vais partir. Alors le Royaume-Uni il fait plus partie de l'Union européenne, et ensuite je vais partir sur Hong Kong, sur Singapour. Je vais prendre des exemples un peu différents comme ça, vous voyez un petit peu. C'est mieux, je pense, c'est mieux de partir des exemples et d'essayer d'extrapoler les règles. Alors par exemple sur les Pays-Bas, un étranger, par exemple un Français qui va faire une mission aux Pays-Bas, il peut se retrouver il se retrouve en théorie avec cette possibilité, soit de monter une société à responsabilité limitée aux Pays-Bas, soit d'être en portage salarial, ce qu'on appelle une payroll company. Ok ? Dans les faits, 99% des freelances aux Pays-Bas sont en payroll company. Ils sont pas en EAL. Et au niveau, vous allez me dire, oui, mais au niveau optimisation. Et au niveau optimisation, la payroll company est meilleure que le URL. Donc comme ça, c'est pas le URL, hein, la version limited company aux Pays-Bas. Alors pourquoi ? Parce qu'ils ont mis des règles spécifiques, des niches fiscales qui font que ça s'appelle le 30% ruling, et donc aux Pays-Bas, tout le monde est en payroll company. Fin d'histoire. C'est-à-dire que vous êtes freelance, vous envoyez votre nombre d'heures, que vous avez facturé dans le mois, et vous êtes et une société est chargée de vous payer votre salaire. Vous avez une fiche de paye, fin de l'histoire, et en fait ils enlèvent 30% il y a 30% qui sont pas taxables, donc en fait ça fait des taux de rétention qui sont largement supérieurs que ce que vous pourriez avoir si vous montiez votre limited company. Donc là il n'y a pas photo, même pas de discussion, c'est même pas la peine d'aller voir un spécialiste, un expert fiscaliste, tout le monde fait ça et tout le monde sait que c'est ce qu'il y a de mieux. Alors sur le Royaume-Uni, beaucoup de freelancing sur le Royaume-Uni, parce qu'il y a des pays qui sont connus pour faire du freelancing à gogo, et puis il y a des pays qui aiment les freelances, il y a des pays qui détestent les freelances. La France fait partie des pays qui n'aiment pas les freelances. Voilà. Mais les pays anglo-saxons, les pays qui sont un peu plus libéraux en général, ils aiment les freelances. Alors sur le Royaume-Uni, vous avez vraiment les deux systèmes. Vous avez le système payroll, le système limited company. C'est extrêmement simple de monter une limited company au Royaume-Uni, mais c'est aussi extrêmement simple de passer par des payroll company. Il y a des payroll company, pour vous donner un ordre d'idée, moi j'étais dans une payroll company, j'ai démarré comme ça au Royaume-Uni, et ils avaient, je crois, 20 000 freelances, pour vous donner un ordre d'idée. Donc tout est automatisé, vous recevez votre fiche de paye, tout est vraiment, c'est simplissime. Donc ça vous permet d'être de recevoir votre salaire, etc. Alors par contre, tout ce que j'ai dit avant sur la France, c'est vrai. En fait, c'est vrai aussi pour le Royaume-Uni, c'est-à-dire que le taux de rétention en payroll company est beaucoup plus faible que le taux de rétention en limited company. Mais quand vous faites des missions courtes de moins d'un an, vous n'avez pas forcément envie de vous prendre la tête, de prendre un comptable, de payer le comptable, etc. Et il peut y avoir, fait très très attention, parce que c'est vraiment chaque point est essentiel. Si vous êtes par exemple payé, je sais pas, vous êtes au Royaume-Uni, vous êtes payé en euros, ça peut arriver parce que votre client vous paye en euros, eh bien c'est problématique. C'est-à-dire que toutes les boîtes de limited company toutes les boîtes de tous les comptables qui gèrent en automatique des limited company, ils vont pas prendre en compte l'euro. Donc d'un seul coup vous devez passer le comptable qui vous aurait coûté, je sais pas, 100 euros par mois, il va vous coûter 400 euros par mois parce que c'est pas gérable en automatique. Donc voilà, il faut vraiment trouver des gens qui sont vraiment dans votre situation, parce que chaque point est délicat. Chaque point peut faire basculer complètement votre situation. Mais sinon, les deux sont possibles, sachant qu'il y a beaucoup de boîtes qui sont des payrolls et qui vous permettent de démarrer en payroll. Payroll, c'est portage, hein, et de basculer en limited company. Ils ont les deux systèmes. Vous basculez quand vous voulez. Ils vont vous monter votre boîte si vous voulez. Vous pouvez la monter vous-même aussi. C'est extrêmement simple de monter des boîtes. Il y a des pays où il y a vraiment aucun problème pour monter une boîte. Le UK c'est très simple. Les États-Unis c'est très simple. Et puis il y a des pays où c'est extrêmement compliqué, voire infaisable. Donc voilà. Donc là je vous ai donné deux exemples pour vous éclairer. Je vais vous donner deux autres exemples en dehors de l'Union européenne, Hong Kong et Singapour. Alors je vois sur les autres éléments. Alors oui, point important, quand vous sortez de l'Union européenne, il y a un problème. Un problème qui fait que vous n'allez peut-être pas avoir le choix du statut. Le problème, en fait, c'est que vous avez besoin d'un permis de travail, puisque vous n'êtes pas dans l'Union européenne. Dans l'Union européenne, vous pouvez travailler dans les 28 pays. Il suffit de prendre un billet de train, un billet d'avion, vous arrivez, vous vous installez, personne ne vous demande rien, vous n'avez besoin d'aucun permis. Okay. Dès que vous sortez de l'Union européenne, vous avez besoin d'un permis de travail. Qui dit permis de travail dit faut qu'il soit approuvé. Et pour pouvoir faire approuver un permis de travail, c'est infiniment plus simple de le faire approuver quand vous avez un statut de salarié. Donc, presque à 100%,
on rentre dans un pays, on fait une mission à l'étranger, en dehors de l'Union européenne, en mode payroll compagnie. Alors il faut savoir une chose, c'est que notamment par exemple à Singapour ou à Hong Kong, certains clients ont la possibilité parce qu'ils ont une législation du travail qui est extrêmement flexible, pas comme en France, ils ont la possibilité de vous payer à l'heure, de vous payer à la journée, de vous payer à ce que vous voulez, sans aucun problème. En France, les sociétés de conseil, elles ont pas ça, elles ont des CDI qui sont rigides, avec des paiements annuels, des salaires annuels, des RTT, des machins, enfin bon, il y a le code du travail, et donc ils savent pas faire du tout le portage. Mais dans d'autres pays, ça pose aucun problème. Par exemple, Singapour, ça pose aucun souci. Donc vous n'avez pas besoin de plugger une société de portage. Votre client, s'il est pas trop gros, si c'est une petite boîte, une petite agence, ils peuvent parfaitement en fait appliquer un mode portage avec vous. Et donc chaque mois, ils vous verseront un salaire qui dépend du nombre de jours facturés. Donc ça c'est cool, et ils vont vous faire, très important, c'est qu'ils vont vous faire donc la boîte de portage à l'international va vous faire en fait votre permis de travail. Donc s'il n'y a pas de permis, donc sans eux en fait on peut pas rentrer dans le pays. Ce qui fait que c'est aussi une méthode. Là je viens le corollaire de ça, c'est que avoir un client ou avoir un business vous permet en réalité d'avoir un permis de travail dans tous les pays du monde. Si demain je veux aller travailler au Japon, ou je veux aller travailler aux États-Unis, ou je veux aller travailler n'importe où, à partir du moment où vous avez un business, votre propre business qui tourne, vous pouvez toujours le convertir en mode portage et devenir contacter une boîte de portage, la faire facturer votre boîte, et derrière être salarié, ça passe, et vous obtiendrez un permis de travail comme ça. Donc ça montre que un permis de travail, ça s'achète. Et vous pouvez même si c'est compliqué, vous pouvez aller vivre et bosser dans n'importe quel pays en dehors de l'Union européenne. Donc je referme la parenthèse, ça ferait l'objet carrément d'une autre vidéo. Donc visa important, ils font la boîte de portage fait le visa à l'international, donc vous n'avez pas trop le choix, mais c'est pas grave, parce que c'est pas ils vont pas prendre il y a que la France qui prend des charges patronales, il y a que la France qui prend des charges salariales. En dehors du monde, Singapour, Hong Kong, Dubaï, ce que vous voulez, il n'y a pas toutes ces charges. Donc en réalité le montant facturé c'est votre salaire, moins c'est vous qui payez votre impôt derrière. Donc c'est vraiment donc il y a pas c'est pas problématique. Autre point, dernier point que je voulais évoquer. Il faut voir aussi ce que le client accepte, surtout dans l'Union européenne. Il y a pas mal de gens, si vous avez votre boîte française et que vous partez faire une mission, je sais pas, je dis n'importe quoi, en Espagne, au Royaume-Uni, etc., et que vous voulez conserver votre boîte française. En général, c'est dans d'autres cas, c'est-à-dire que vous avez votre boîte au Royaume-Uni parce que vous avez bossé au Royaume-Uni, vous arrivez en France. Est-ce que votre client français va accepter d'être facturé depuis une société au Royaume-Uni? Ça dépend. Donc là, pareil, il peut y avoir une contrainte au niveau des clients. Certains pays sont plus permissifs que d'autres obligent d'avoir une boîte qui soit dans le pays dans lequel vous exercez l'activité. C'était le cas par exemple aux Pays-Bas pour ceux qui montaient des boîtes. Dernier point, il y aurait tellement de points à évoquer. La possibilité, quand on rentre, on a besoin d'un permis de travail, donc c'est plus facile d'avoir en tant que salarié, mais une fois qu'on est dans le pays et qu'on peut avoir des visas qui sont de plus longue durée, par exemple des visas de résidence permanente, et quand on a un visa de résidence permanente, eh bien là, ça change la donne, parce que on peut monter, par exemple, plus facilement des sociétés à responsabilité limitée, et on peut avoir sa propre boîte. Alors que c'est tellement plus compliqué de monter une boîte depuis l'étranger et d'obtenir un permis de travail sur la boîte qu'on a montée à distance. C'est extrêmement complexe de le faire. C'est pas impossible, mais c'est pas vraiment destiné aux freelancers, c'est plutôt destiné aux business en ligne, ou des gens qui ont des business qui sont un peu plus gros et qui veulent s'implanter dans un pays et être salariés de leur propre boîte. Ça ferait l'objet pareil ça serait un sujet séparé. Voilà, donc pour résumer, il y a pas mal de critères, je vous en ai donné pas mal, chiffre d'affaires, durée de mission, démarrage rapide, paperasserie, etc. Optimisation fiscale. Pour moi, le point essentiel, à partir du moment où on tourne autour, entre 100 et 200 cas de CA par an, pour moi, il n'y a pas photo en France, c'est la limited, pas chercher ailleurs, EURL, SASU. Après, évidemment, il y a des différences, mais en gros, c'est ces deux structures qui sont cibles. À l'étranger, en dehors de l'Union européenne, vous n'avez pas le choix, vous passez par des payrolls. Là, vous comparez les payrolls entre elles, des sociétés de portage à l'étranger.
Et si vous êtes dans l'Union européenne, eh bien ça dépend, ça va dépendre des pays. Je vous ai donné quelques exemples, j'aurais pu en donner d'autres. Donc important de connaître ce qui se passe localement et de toujours demander conseil à ceux qui ont le même profil que vous, qui font la même chose. Comment font-ils? Parce que eux, ils ont la solution, parce qu'ils l'ont implémenté depuis longtemps. Voilà les amis, si vous avez d'autres questions, si vous voulez d'autres vidéos sur le freelancing, n'hésitez pas, vous mettez vos questions, et puis je les mettrai dans la playlist freelancing. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt. Ciao.